À Cannes a reçu hier soir une palme d'or d'honneur avant la projection du film. Je suis profondément touché par cette distinction, a réagi l'acteur américain de 80 ans, visiblement très ému après avoir reçu la récompense des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Le 5e volet des aventures d'Indiana Jones sortira en juin. Dans quelques instants, Marie-Ange, enquête de sens, faut-il géolocaliser ses enfants pour les protéger ? Bonjour, Élodie d'Ambricourt, je vous donne rendez-vous chaque semaine dans Philanthropia, une émission dédiée aux hommes et femmes engagés au service d'une écologie intégrale. Comme le disait Jean-Paul II, personne ne doit se sentir exclu de cette mobilisation pour une nouvelle culture de la vie. Philanthropia, le rendez-vous des fondations et philanthropes, tous les mardis à 19h30. Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure ? Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse. Resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager. Il y a 1 an, je reçois un coup de fil de Rome, du Vatican. Éric Emmanuel Schmitt. On aime votre liberté et votre foi, me dit-on. On a un rêve, que vous alliez en Terre Sainte et que vous en reveniez avec un journal de voyage. J'ai dit oui. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'en suis revenu différent. Je pensais traverser Jérusalem, c'est Jérusalem qui m'a traversé. Le défi de Jérusalem, d'Éric Emmanuel Schmitt. Avec une postface du pape François. Un événement Albin Michel. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. Côté confiance des parents envers leurs enfants, disons qu'au XXIe siècle, on en est loin, à l'heure où depuis plusieurs années, des applications permettent maintenant aux parents de surveiller leur enfant, allant de la simple protection à l'espionnage total. Certains outils offrent ainsi une géolocalisation en direct de l'enfant, mais certains parents ont décidé d'utiliser une technologie déjà existante pour traquer carrément leur progéniture, l'AirTag d'Apple. Alors, faut-il géolocaliser tout simplement ses enfants pour les protéger ? Question débat même, j'ai envie de dire, qui nous attend dans cette émission Enquête de sens. Marie-Ange pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir dans ce studio Yann Brunat. Bonjour monsieur, bonjour Yann. Bonjour. Ravi de vous recevoir, vous êtes maître de conférence en sociologie, chercheur au laboratoire Sophia Paul, co-directeur du comité de recherche sociologie de la communication de l'Association internationale des sociologues de langue française. Ça, c'est bien pour les journalistes qui ont la bouche un peu pâteuse le matin, bien dire, de façon sans prendre un tapis, si je puis dire. Axel Dessin est également en ligne avec nous. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un casque, Axel ? Non, vous nous appelez directement. Oui. Alors, il faudrait peut-être le retirer. Voilà, je l'ai entendu. Donc, ce serait pas mal de le retirer. Effectivement, on va peut-être vous rappeler, ou voilà, si vous pouvez le retirer, ce serait pas mal. Directrice, que vous êtes. Est-ce que vous l'entendez mieux ? C'est mieux. Directrice d'Internet sans crainte, programme de sensibilisation aux usages du numérique pour Tralalaire, donc créateur de ressources numériques pour l'éducation, avec des experts des enjeux du numérique pour les jeunes depuis 20 ans. Donc Dieu sait que vous réfléchissez à cette question, justement, de en faire, mais pas trop. C'est un peu l'idée aussi, j'imagine, qui va être un petit peu débattue, en tout cas l'objet de notre réflexion ce matin dans Enquête de sens. Et puis enfin, Marcel Ruffo. Bonjour monsieur, ravi de vous recevoir en ligne. Vous êtes, on va le joindre dans quelques instants, pédopsychiatre qui a écrit son dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence aux éditions Plomb. Eh bien, Yann Brunat, pour commencer, sociologiquement, c'est vrai que ça paraît complètement dingue, dément de se dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé là à avoir l'idée même de traquer ses enfants. Alors qu'avant, il y a encore, j'allais dire, peut-être des décennies,
on laissait les enfants, peut-être du matin au soir, par exemple le samedi, pendant les vacances, vaquer à leurs occupations, dans les rues, dans les grandes villes, dans les rues, et puis dans les campagnes, ils allaient dans les champs, ils faisaient un petit peu ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. Mais c'est fou aujourd'hui. Il y a quelque chose de sociologique. Alors c'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mais il y a un enjeu, il y a quelque chose de sociologique. Alors, à partir de quand, effectivement, c'est une grande question. Historiquement, les technologies de la communication que nous avons quotidiennement dans les mains aujourd'hui ne représentent pas véritablement une révolution. Quelque part, on est davantage dans une évolution des usages, d'une évolution notamment des pratiques de surveillance. Je prends pour exemple le téléphone portable. Eh bien, le téléphone portable, c'est un outil qui amène à certaines injonctions à la joignabilité et à la disponibilité des individus. Par exemple, quand un enfant achète quand un parent achète un téléphone portable à ses enfants, c'est dans l'objectif qu'il soit disponible également, qu'il puisse répondre à ce téléphone et donc qu'il soit joignable pratiquement à tout moment, en tout cas en sortant de l'école. Et la géolocalisation, dans l'enquête que j'ai pu mener, la surveillance par géolocalisation intervient par exemple lorsque l'enfant n'est pas disponible et ne répond pas au téléphone. Alors ce n'est pas la seule modalité, évidemment il y a d'autres contextes d'usage, mais c'est un contexte d'usage qui revient régulièrement. Ce qui veut dire que la géolocalisation, en un sens, ça n'a rien de révolutionnaire, on est vraiment dans une continuité de pratiques de surveillance et une continuité qui, effectivement, est influencée par peut-être une montée également des inquiétudes, des incertitudes liées à l'espace urbain, aux dangers notamment de la ville ou des espaces périurbains proches des villes. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans ce contexte de continuité de logique de surveillance préexistante. Ce qui se retrouve également dans les appropriations de ces technologies, parce que cette surveillance par géolocalisation, elle est essentiellement née d'un détournement d'usage. C'est-à-dire qu'initialement, justement, vous parlez des AirTags de la société Apple. Apple proposait un outil qui s'appelait « Localiser mon iPhone » et j'ai pu interroger des parents qui détournaient cet outil non pas pour localiser un téléphone perdu ou volé, mais pour équiper leurs enfants de téléphones de marque Apple pour justement pouvoir avoir un certain centre de contrôle quelque part et pouvoir localiser les terminaux mobiles des enfants et donc, conséquemment, localiser les enfants directement. Est-ce qu'il faut s'en offusquer ? Est-ce qu'il faut s'alarmer ? Est-ce qu'il faut Axel de Saint ? Comment se positionner par rapport à ça ? Ça peut paraître effrayant, peut-être est-ce compréhensible aujourd'hui où on vit à une époque, certains disent dangereuse, je ne sais pas. Axel de Saint, qu'en pensez-vous pour commencer ? Alors effectivement, on pourrait quelque part, je ne vais pas dire se réjouir, mais être rassuré que les parents souhaitent veiller sur l'activité de leurs enfants. Mais l'accompagnement, en tout cas au numérique, est nécessaire, mais c'est peut-être pas tout à fait cette posture-là qu'il faut adopter si on veut être dans une relation de confiance. Donc tout ce qui permet de suivre, de géolocaliser, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut expliquer aussi à son enfant pourquoi on le fait. Et ce qui peut être plus délétère, c'est effectivement le faire dans son dos, puisque on constate quand même que ça peut être l'occasion de rompre en tout cas ou d'altérer fortement une relation de confiance quand ensuite le jeune découvre qu'il est surveillé à son insu. C'est ça qui est terrible, c'est de le faire. Alors, on aimerait bien avoir Marcel Ruffo, mais on essaiera de le joindre dans quelques instants. C'est la rupture de la confiance établie. Alors, établie à partir de quel âge ? Ça peut se discuter, évidemment, Yann Brunat, mais on a des chiffres, en tout cas, sur à partir de quel âge la géolocalisation, c'est l'entrée à l'école, c'est quoi, finalement ? Est-ce qu'on a des idées ou on n'en sait pas encore grand-chose ? Je sais pas. C'est une question qui est assez complexe, déjà parce que la plupart des données sont protégées par le secret industriel, notamment les données des responsables de traitement qui développent et qui programment et qui éditent ces applications, les applications de géolocalisation. Donc on a quand même un certain secret autour de ceci et lors des enquêtes, on est clairement dans du déclaratif et bien sûr il y a des parents qui, pour des raisons peut-être d'image sociale, de désirabilité sociale, vont tronquer leurs réponses, ne vont pas tout dire et ne vont pas dire qu'ils géolocalisent leurs enfants. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres précis.
D'autant que, bien sûr, derrière, vous parliez du contexte sociologique, oui, il y a des questionnements tout à fait sociologiques. Les inégalités qui apparaissent comme des inégalités numériques sont avant toute autre chose des inégalités sociales, et on les retrouve typiquement ici, c'est-à-dire qu'on a des stéréotypes de genre qui reviennent, notamment dans le fait de localiser des jeunes filles parce qu'elles sont des filles, dans le fait de localiser des jeunes enfants parce qu'ils sont dans certaines tranches d'âge. Alors par exemple, dans l'enquête que j'ai pu mener, je reprends un de ces exemples assez régulièrement, d'un jeune garçon de 17 ans qui disait que pour lui, la géolocalisation, c'est hors de propos, il n'a pas à être géolocalisé, ça n'a pas de sens, parce que c'est un garçon. En revanche, et parce qu'il a 17 ans, en revanche, pour sa petite sœur de 13 ans, parce que c'est une fille et parce qu'elle a 13 ans, alors oui, c'est tout à fait pertinent que ses parents la géolocalisent. Donc derrière ça, il y a quand même un certain engagement dans l'exercice de la parentalité à l'ère numérique, et c'est ça qui est intéressant, ça qui ressort surtout, il y a un engagement de la responsabilité parentale derrière le fait de géolocaliser un enfant aujourd'hui. Est-ce qu'il est, alors c'est une question assez prospective certes, ouais. Est-ce qu'il serait totalement irresponsable à l'ère numérique et parce qu'il est possible de le faire, de ne pas géolocaliser son enfant, par exemple. Ça, bonne question. Je sais pas la réponse évidemment, mais voilà. Mais c'était effectivement là une des questions centrales de cette réflexion autour de la surveillance. Finalement, peut-il le faire carrément ou pas alors ? À terme, on pourra en arriver ici. Alors, moi, j'ai évidemment pas de réponse en tant que chercheur à cette dimension très prescriptive. Je vais pas dire il faut faire ça, il ne faudrait pas faire ça, parce qu'on sortirait vraiment je pense en tout cas dans mon champ de recherche du contexte scientifique, mais dans ces résultats de recherche, oui, effectivement, il y a des implications sur la confiance intrafamiliale de la part d'un jeune, par exemple, qui était géolocalisé par son père. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il ne le savait pas, c'était à son insu, comme vous le disiez justement, et comme c'était à son insu, quand il l'a appris, comment est-ce qu'il a appris ? Ça qui est très intéressant, c'est son père qui, lorsqu'il est rentré de l'école, lui a montré l'écran de la tablette, en disant, voilà, tu étais ici. Ce qui est très intéressant parce que l'écran ici, le dispositif technique, acquiert une finalité probatoire. Ici. C'est-à-dire l'écran fait office de preuve, l'écran est le détenteur d'une certaine vérité, il est révélateur, la géolocalisation est révélatrice d'une vérité, et cette vérité prévaut sur le discours de l'adolescent. On écoute davantage, on voit davantage ce qui est affiché, plutôt qu'écouter l'enfant ou l'adolescent qui essaie de se justifier, de contextualiser. Qu'est-ce que ça dit ? Ça, c'est quand même terrible sur notre société. Yann Brula, c'est quand même. Je sais pas ce qu'en pense Axel Dessin, mais c'est. Je sais pas, est-ce que c'est si encourageant que ça ? Pas sûr. Hein. Alors évidemment, c'est rassurant pour les parents. C'est sûr que c'est rassurant. On peut pas dire le contraire, Axel. Mais alors, 3 petits points. C'est rassurant. Ce que je voulais dire par encourageant tout à l'heure, mes mots étaient pas tout à fait à propos. C'est-à-dire, c'est bien que les parents s'intéressent, et c'est clé qu'ils s'intéressent où sont leurs enfants et à l'accompagnement, j'ai envie de dire, de leur vie numérique. Je pensais plus à ça. Mais la géolocalisation, c'est peut-être pas tout à fait le bon curseur. Et puis ça interroge aussi sur finalement, est-ce que c'est pas est-ce que c'est leurs propres angoisses aussi, hein, qui ressort à travers ça, ce besoin de savoir en permanence de maîtriser un petit peu où est son enfant. Ouais. Et quelque part, est-ce que ça renvoie pas aussi que on doit être surveillé, on doit savoir où on est en permanence, parce que le monde qui nous entoure serait constamment dangereux. C'est ça. Moi, je me questionne, mais je veux bien questionner le sociologue qui est avec nous aujourd'hui pour savoir est-ce que ça renvoie pas finalement aussi des angoisses à son enfant et l'idée que le monde extérieur est forcément un monde dangereux. D'où la nécessité de savoir en permanence où peut être son enfant. Eh bien, je propose de carrément poser la question à Marcel Ruffo, qui est enfin avec nous. Bonjour Marcel Ruffo, bienvenue. Oui, bonjour. Cette fois, c'est la bonne. Oui, moi aussi. Vous qui êtes pédopsychiatre, qui est un spécialiste évidemment renommé de l'enfance et de l'adolescence, vous avez tout fraîchement publié ce dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence qui est loin d'être inintéressant chez Plon, cher Marcel Ruffo. Comment en est-on arrivé là ? Alors je ne sais pas si vous avez pu entendre le début de cette émission, mais quand même, en résumé, à l'heure où l'on parle effectivement de tous ces outils de géolocalisation, c'est effrayant quand on le dit comme cela, mais comment en est-on arrivé là, cette espèce de rupture de confiance ? Point d'interrogation. Je vous pose la question tout simplement, Marcel Ruffo. Oui, mais il y a aussi l'absolue domination de nos portables, de nos appareils de communication. On dit toujours aux adolescents, tu es trop sur ton ordi, et nous-mêmes,
on est complètement victime de nos portables, quoi. C'est une chose d'abord. Hein. D'ailleurs, je vais vous demander une expérience à tous et à toutes qui écoutez, là. Essayez de passer un jour sans votre portable. Laissez-le de côté. Vous allez voir l'impression incroyable que l'on a d'être abandonné, quoi. Vous ne vous occupez pas de votre portable pendant un jour, ça va être terrible, quoi, tu vois. Prends ta claque déjà avec Marcel Ruffo, d'accord. Alors, alors, sur la géolocalisation, alors plus précisément, c'est vrai que ça pose le problème d'avoir ou non confiance, quoi. Et c'est vrai que, notamment pour les adolescents, leur autonomie fait partie aussi d'être un peu libre, quoi, d'être libre aussi d'avoir des temps à eux, quoi. C'est un peu comme les cahiers secrets de l'époque. Et d'ailleurs, maintenant, les cahiers secrets, c'est d'explorer les comptes sur les réseaux sociaux de nos adolescents, qui est aussi quelque chose d'un peu difficile à accepter. On peut pas. On a un compte à soi qui mérite aussi un temps de secret, d'autant plus que à l'adolescence, on veut s'autonomiser par rapport aux parents. Et donc, il y a ce va-et-vient et cette tolérance des parents me paraît importante pour la confiance. En fait, plus on est tolérant, plus je crois, on accroît la confiance des ados, quoi. Ouais. Une confiance qui s'altère d'année en année, peut-être est-ce dû effectivement à ce rapport fusionnel, hein, j'ai envie de dire presque, que nous entretenons avec nos téléphones. Axel Dessin et Yann Brunat, pardon, effectivement, à la lumière de cette réflexion un peu plus psychologique, effectivement, comment vous situez-vous ? C'est quand même... on pourra jamais revenir en arrière, quoi, finalement. Maintenant qu'on a découvert tous ces outils, une fois qu'on a découvert, c'est la boîte de Pandore, finalement, mais une fois qu'on a découvert cet outil, c'est difficile de revenir en arrière. Et on se rend même pas compte, d'ailleurs, qu'on a moins confiance peut-être en nos enfants. On se rend peut-être même pas compte. On se rend pas compte qu'on est accro à nos téléphones, comme le dit Marcel Ruffo. On se rend pas compte que on veut tout maîtriser, quoi, de l'agenda d'un enfant, de ses comptes, Insta et autres. Enfin, je sais pas, du contenu de sa vie intérieure, presque. On a envie de savoir de faire un voyage dans sa tête bientôt, je sais pas, moi. Qu'en pense le sociologue que vous êtes? C'est peut-être un peu compliqué comme réponse. Effectivement, c'est une question assez complexe, le fait d'être, entre guillemets, accro à son smartphone. Bon, ça répond à certaines logiques, des logiques utilitaires, des logiques de socialisation également, mais il y a également une logique de subjectivation, une logique réflexive derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que... bien sûr, beaucoup d'individus se rendent parfaitement compte qu'ils passent beaucoup trop de temps sur leur téléphone portable. Alors le trop est tout à fait subjectif. Le trop, évidemment, dépend de chaque individu, dépend d'un ensemble de variables sociodémographiques et dépend également d'injonctions professionnelles. Quand on parle de la géolocalisation, c'est une technologie qui ne doit pas être décontextualisée. Déjà, elle s'inscrit dans un ensemble. Quand on parle, par exemple, de surveillance parentale par géolocalisation, on parle avant tout de surveillance parentale. Il y a beaucoup d'outils de contrôle parental qui permettent de réguler les applications installées sur les smartphones des enfants, le temps d'écran qui est passé quotidiennement et d'y mettre une limite notamment. Il y a la possibilité de vérifier, de consulter les messages envoyés par les enfants. Donc la géolocalisation, comme le disait très justement Axel, c'est une question de curseur. Effectivement, au niveau du curseur, on est très loin parce que c'est une donnée qui est quand même d'une grande violence, la géolocalisation. En effet. Et c'est une donnée à laquelle nous sommes soumises et soumis, je dirais, quotidiennement, et pas uniquement dans le contexte de la surveillance parentale. Et ça, c'est un point qui est très important. Les adolescents eux-mêmes se géolocalisent entre eux, ce qui affecte considérablement leurs enjeux relationnels, notamment par le biais de certains outils comme la SnapMap de l'application Snapchat ou autre. La géolocalisation, c'est une technologie qui est utilisée par le gouvernement, qui l'a utilisée notamment dans la période Covid, avec certaines applications qui ont été très polémiques. La géolocalisation également, c'est une donnée personnelle mercantile, une donnée personnelle qui vaut très cher, qui se rend très bien de la part des GAFAM, des responsables de traitement. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et dans le monde du travail, la géolocalisation, c'est aussi une donnée qui fait polémique, une donnée identifiante, notamment à l'ère de la plateformisation des livreurs Uber Eats, etc., et des chauffeurs des transports en commun. Qu'est-ce que ça change que ces individus soient géolocalisés par leur employeur? Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une société où la géolocalisation, c'est une technologie parmi d'autres, c'est une donnée personnelle identifiante, donc en sciences de la CNIL, parmi d'autres, qu'il ne faut pas ignorer et qui nous touche directement
dans un ensemble, finalement. Dans plusieurs domaines de notre quotidien, dans plusieurs domaines de notre quotidien, tout à fait. Voilà, donc... Et sans qu'on se doute forcément des vraies motivations. Au fond, quand vous parlez du mercantile, des GAFAM, etc., on pense pas tous les jours en allumant sa géolocalisation à cela. Quoi. Alors qu'il faudrait, en fait. Il y a des choses qui sont très floues. Voilà. Mais pour revenir à cette réflexivité, et c'est ça, bien sûr, d'un point de vue sociologique qui est intéressant, bien sûr, tout le monde ne l'a pas. Il y a beaucoup de variables d'ajustement qui rentrent en compte. Alors, pas uniquement cette image très rigide, finalement, des classes populaires, classe moyenne, classe supérieure, pour aller au-delà, une variable, comme le montrait déjà Pierre Bourdieu, bien sûr, dans la sociologie classique, la variable qui rentre sans doute le plus en compte, c'est celle du niveau d'éducation des individus, du niveau de diplôme, et derrière cela, leur capital culturel, puisque le capital numérique, l'idée de pouvoir devenir bénéficiaire du numérique, d'avoir des compétences pour utiliser ces outils de manière valorisante, des compétences pour bien réguler les usages des enfants, pour qu'à leur tour, ils puissent eux-mêmes devenir bénéficiaires, ce capital numérique, quelque part, c'est une composante du capital culturel également. C'est pour ça que je disais que les inégalités numériques sont d'abord des inégalités sociales. Qui peut avoir un usage peut-être plus valorisant de la géolocalisation pour en devenir bénéficiaire? C'est d'abord les classes supérieures, encore une fois. Alors que ils le font beaucoup, ils le pratiquent beaucoup, cette géolocalisation? Oui, les régulations des usages, pour le dire très, très globalement, on est autour de 11%, entre 11% et 16% des parents qui disent géolocaliser leurs enfants aux États-Unis en 2018. Voilà, d'après des enquêtes quantitatives qui ont été menées. On n'a pas de chiffres. C'est très difficile, comme je vous disais, d'avoir des chiffres précis. Selon BFM TV, ça date d'hier, ça cartonne. Hein. Ça cartonne de plus en plus, en tout cas. Ça commence à... En tout cas, en France. Hein. Oui, on en parle en France maintenant. Quand je vous dis entre 11 et 16%... En 2018 et 2023, entre les deux... C'est quand même un chiffre... alors, on se dit, oui, 11%, c'est à peine plus d'un parent sur 10. C'est quand même élevé, un parent sur 10. Et puis, c'était en 2018. Et c'était en 2018. Et la dangerosité a fait ses preuves, etc. Bref, suite de cet échange, si vous le permettez, chers amis, juste après cette page en couleur, à tout de suite. Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous invite cette semaine à prendre 26 minutes pour nous poser la question « La technique des modernes s'oppose-t-elle à la technique des anciens ?» avec un texte de Martin Heidegger. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous visitez une centrale nucléaire, Matière à penser s'écoute aussi très bien en podcast. N'oubliez pas que vous êtes intelligent. Vous avez appris la danse, vous avez appris le pas. À l'occasion des 50 ans de chansons de Yves Duteil, ADF Bayard Musique vous présente le coffret événement Chemin d'écriture. Venez m'apprendre la danse et la danser avec moi. Dans un coffret luxueux, richement illustré de 16 CD, vous découvrirez l'intégrale des chansons de Yves Duteil. Qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain... Chemin d'écriture de Yves Duteil, un coffret incontournable à ne pas rater. Disponible chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité. Et je crois que c'est important dans le monde actuel. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Faut-il géolocaliser ses enfants pour les protéger? Question que nous posons à nos 3 invités experts. Yann Brunat, qui est maître de conférence en sociologie, chercheur au laboratoire Sophia Paul, Axel Dossin, directrice d'Internet sans crainte, programme de sensibilisation aux usages du numérique pour Tralalaire, un créateur de ressources numériques pour l'éducation, et puis Marcel Ruffo, pédopsychiatre, qu'on ne présente plus, dernier livre, son dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence, aux éditions Plomb. Alors c'est vrai que Marcel Ruffo, l'enfant et la place de l'enfant dans la société, Dieu sait qu'elle a changé entre le 19e, le 20e et maintenant le 21e siècle. C'est pas par hasard non plus si aujourd'hui on veut protéger, surprotéger l'enfant, lui donner tout ce qu'il veut. On voit maintenant les débats autour de la psychologie positive, etc. On réfléchit à nouveau un petit peu sur finalement la place de l'enfant aussi, certainement
au sein de la famille, puis au sein de la société, l'autonomisation de l'enfant, tout ça, c'est des questions qui rentrent en jeu dans notre questionnement du jour, non, Martial Ruffo? Alors, c'est incroyable les grands progrès qu'ont fait les familles. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple des nouveaux pères, totalement aidés par le féminisme, ils sont incroyablement supérieurs aux pères d'avant, quoi. C'est génial. Par exemple, si on prend, le fameux congé paternité qui a été augmenté, moi, je croyais qu'ils allaient le prendre après, par exemple, l'allaitement du bébé pour passer peut-être à ce qu'on appelait le tiers séparateur, le père qui intervient comme élément un peu de défusionnel vis-à-vis de la mère. Ben non, ils le prennent tout de suite pour soutenir leur compagne ou leur épouse après qu'elle ait accouché, quoi. Donc, et ils s'occupent de tout, quoi. Ils sont géniaux. Mais le paradoxe de cette plus grande capacité à être famille, ça entraîne aussi des plus grandes craintes, quoi. Il veut être parfait, il veut être peut-être des trop bons parents, des parents trop près, ne laissant plus un peu d'espace personnel à l'enfant. Et en écoutant l'intervention précédente, j'ai pensé à un cas clinique, un adolescent fragile, parce que moi je vois les fragiles, je vois pas ceux qui vont bien par définition, géolocaliser sa petite amie sans arrêt, quoi. Et donc c'était Othello sur portable, quoi. Tu vois, c'était Othello qui avait un portable et qui comme ça était manifesté. Alors l'autre aspect d'inquiétude des parents, c'est autant c'est quand même génial l'informatique, hein, il faut être on est d'accord. On va pas discuter Gutenberg et l'invention de l'imprimerie, c'est une nouveauté géniale. Il y a des contre-sens. Il y a par exemple la pornographie, le prédateur, et puis surtout, au niveau des familles, l'informatique, c'est quelqu'un qui pénètre dans notre famille, quoi. Comme si un invité, non-invité, venait dans notre sein familial, quoi. Comme si quelqu'un pouvait s'introduire chez nous, un peu comme un voleur de famille, un voleur psychique qui rentrerait comme ça dans une intimité qui est la nôtre. C'est assez terrible de penser que quelqu'un peut accéder à ce qu'on a de plus intime, c'est-à-dire notre famille. Ouais. Il y a effectivement, c'est un invité de plus qui reste jour et nuit, hein, quand même, qui est très très présent, Marcel Ruffo, l'informatique, qui peut être présent jusqu'à l'infini, enfin, qui peut empêcher de dormir, c'est quand même vous savez, moi, très envahissant. Il y a quelque chose qui est étonnant. Je me demande parfois si je suis pas un prescripteur de combien de temps passer sur l'écran. Le nombre de parents qui me disent combien on doit autoriser notre ado sur l'écran. Je dis mais je sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de lui. Mais vraiment, il faudrait que je dise allez 20 minutes, 1 heure, un peu plus le week-end. Et puis ne parlons pas des jeux vidéo auxquels parfois les adultes jouent aussi, parce que on oublie aussi qu'il y a des garçons de 30 ans qui jouent drôlement aux jeux vidéo. C'est aussi les nouveaux parents de cette génération informatique qui a aussi vécu et baigné dans l'informatique. Oui, mais alors, Marcel Ruffo, juste une question quand même, est-ce que c'est bien, je suis désolée de retourner sur le plancher des vaches, mais est-ce que c'est bien finalement en soi, est-ce que c'est bien, le champion de l'éducation que vous êtes, de dire à son enfant, de lui installer, admettons qu'on est même d'accord avec lui, de lui installer un système pour lui permettre, il sait et ses parents savent à quelle heure il est dans le métro, à quelle heure, d'avoir un espèce de comme si on était tout le temps avec lui, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça brise pas l'autonomisation de l'enfant dont vous parlez beaucoup dans votre livre? Alors, vous savez, il y a une grande règle, c'est il faut se séparer pour grandir. Bah oui. Et en plus, il y a quelque chose peut-être qui est incompréhensible pour les parents, c'est de dire qu'on ne va pas vivre longtemps avec son enfant. C'est drôle ce que je dis, mais on vit pas longtemps, vous savez, avec nos enfants. On vit beaucoup plus on vit pas longtemps non plus avec les conjoints. Les gens avec lesquels on vit le plus longtemps, c'est les frères et sœurs, quoi. Et alors ça explique les conflits initiaux frères et sœurs, d'ailleurs, parce qu'on va dire ça va durer longtemps. Hein. C'est presque une maladie. Vous allez revenir sur l'émission sur les frères et sœurs, vous. Oui. Alors, non, mais je dis que tout savoir sur l'autre, c'est aussi une preuve d'affection, d'inquiétude anxieuse, quoi. Ouais. Et l'anxiété, c'est contagieux. Si on s'inquiète pour quelqu'un, cette inquiétude va métastaser sur sa propre anxiété, quoi. Donc,
Non, je reviens sur l'idée que les risques, les notions de conduite à risque, et notamment à l'adolescence, tous les adolescents adorent aussi les conduites à risque, quoi. C'est d'ailleurs ça le danger de l'histoire de la pornographie, de rencontres illusoires sur les sites. C'est parce que ils veulent aussi sentir le brûlant, le feu, le dangereux pour être eux, quoi. Et ça, évidemment. Et puis peut-être que moi je dis toujours aux parents quand ils me posent ces questions, et je comprends de leurs doutes sur leur adolescent, etc. Je dis, mais vous vous souvenez pas de votre adolescence, vous n'avez pas été adolescente, c'est quelque chose, parce que c'est tellement difficile le doute de soi, l'adolescence, que parfois on l'oublie, ou on a oublié ce doute. Ouais. Yann Brunat, j'ai vu que vous aviez gratouillé quelques petites notes, mais c'est effectivement, on risque de changer carrément de paradigme dans nos rapports même à nos enfants. Alors c'est vrai que maintenant que nos enfants se géolocalisent entre eux, vous me le disiez hors antenne tout à l'heure, et ça a été confirmé par Marcel Ruffo et sa patientèle. Que faire, quoi, que penser, que conseiller aux parents démunis qui nous écoutent ce matin, qui hésitent ou qui ont déjà, qui sont passés de l'autre côté, ça y est, qui sont dans les outils à fond, de géolocaliser leurs enfants du matin au soir et du soir au matin. Il y a quelque chose qui est pas à l'endroit. Mais alors c'est Marie-Ange de Montesquieu qui s'exprime, mais point d'interrogation, il y a quand même quelque chose qui va pas là-dedans, non ? Quelque chose qui ne va pas, c'est également aux parents d'en décider eux-mêmes et de faire preuve de cette réflexivité, de se dire oui, mais là, est-ce que finalement ça ne va pas trop loin dans ce que je fais ? Et j'ai pu interroger des parents qui le faisaient eux-mêmes. Donc, je prends l'exemple d'un cadre supérieur dans une société de télécommunications qui me disait lui-même non. Et ce qui est intéressant, c'est dans le cas des familles monoparentales également, qui me disaient mon ex-femme géolocalise ma fille. Voilà, moi je sais que s'il n'y a pas cette confiance entre un père et sa fille, c'est pas une bonne chose, donc moi je préfère ne pas le faire. Et en même temps, il concédait que oui, c'est vrai que quand j'appelle et qu'il ne répond pas, j'ai toujours tendance à dire bon, je peux savoir. Et, vous voyez, il y a cette dimension, c'est ça la tension finalement. Je peux savoir, mais est-ce que je vais le faire quelque part ? Ou est-ce que je vais garder cette part d'imaginaire ? Donc, c'est un questionnement qui est également dans l'esprit des parents, mais évidemment, dans un contexte sociologique, dire des jeunes, des parents, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Des parents, c'est principalement, chez les parents que j'ai pu interroger, des parents des classes supérieures, des parents qui font preuve de cette réflexivité et qui vont vraiment se poser cette question. Et il faut garder vraiment à l'esprit, je pense, cette hétérogénéité, parce que la variable du temps d'écran, par exemple, qui est très importante, oui, combien de temps ? C'est une question qui est très régulièrement posée, que j'aime beaucoup poser également en situation d'entretien, parce que souvent les individus vont s'en justifier. Combien de temps est-ce que vous passez sur votre smartphone ? Alors, sur mon smartphone, bon, je fais ça. Voilà, j'y passe, je sais pas, 6 heures par jour, mais vous voyez, ça vient rarement seul comme réponse, mais je vais justifier mes pratiques, parce que si je vous dis 6 heures, on est quand même dans une logique de quantification à l'extrême dans les sociétés contemporaines. Donc quand on dit 6 heures, ça paraît beaucoup. Donc 6 heures, ça veut dire que je fais n'importe quoi. Il y a la question de la légitimité des pratiques des enfants et des adolescents qui est très, très intéressante. D'autant que je parlais des individus plus diplômés, des classes supérieures. Voilà, il y a une volonté parentale de transformation des pratiques numériques juvéniles pour les caler sur les valeurs de référence des parents ici. Alors que dans les milieux populaires, on n'a pas justement cette volonté d'ajustement, de fabrication d'une jeunesse dominante, comme le dirait Muriel Darmon. On est davantage sur un enthousiasme, une certaine bienveillance vis-à-vis du numérique. Et là, on va davantage se caler sur le temps d'écran et le seul temps d'écran, puisque finalement, c'est une bonne chose que les enfants aillent comme ceux d'en haut, entre guillemets, pour reprendre le discours de Dominique Pasquier, comme ceux d'en haut, sur ces outils. Ce sont ces outils qui, aujourd'hui, favorisent l'employabilité, permettent de réussir. Donc, voilà. Et il y a en même temps cette injonction à dire, oui, mais mes enfants, je veux qu'ils aient les mêmes chances que les autres, donc il faut qu'ils aient ces trucs-là, ces outils. Et j'aimerais également qu'ils puissent réussir avec, qu'ils puissent les utiliser suffisamment pour justement en devenir véritablement bénéficiaires. Et il n'y a pas forcément cette question des pratiques légitimes, mais davantage d'utiliser ces outils. D'autre part, la question des pratiques numériques et de la surveillance de ces pratiques. Alors oui, c'est vrai, on a peut-être de meilleurs pères aujourd'hui, enfin espérons-le en tout cas, mais dans les enquêtes récentes, il faut quand même concéder que la charge mentale liée aux bonnes pratiques numériques, à l'encadrement des pratiques numériques des enfants, c'est du stress elle reste essentiellement féminine. Ah oui, pardon, d'accord, c'est ça que vous voulez dire. J'allais dire qu'elles étaient très importantes. Et alors, voilà, parce que dans les enquêtes récentes, alors effectivement, on a les exemples de pères... Toutes les femmes qui veulent géolocaliser leurs enfants, on est d'accord ? Alors, pas uniquement la géolocalisation, mais dans le contrôle parental plus largement. En général. Qui effectue des vérifications ponctuelles. Comme données.
Oui, tout à fait, des vérifications ponctuelles, alors que les mères sont plus dans une volonté d'éducation pratique sur le long terme, dans la régulation, et par exemple, dans le cas des mères des classes supérieures, des individus favorisés, on est plutôt dans la volonté de caler les pratiques sur, comme je vous disais, des pratiques de référence, c'est-à-dire tout ce qui est contenu vidéo, TikTok, etc. Ça ne t'apporte rien, ça ne changera rien finalement à ton avenir, donc c'est pas quelque chose qui m'apparaît comme légitime, fais plutôt ci, fais plutôt ça. En gros, Axel Desaint, pardon de retomber à nouveau, de nous remettre les pieds dans la bouillasse, mais il faut parler, on ne parle plus, on n'a plus le temps, on préfère géolocaliser, espionner, plutôt que de parler, de se regarder dans les yeux avec ses enfants et dire voilà, alors où est-ce que tu vas ce soir, on se retrouve à telle heure. Qu'en pensez-vous, Axel Desaint? En fait, aujourd'hui, les parents, ils se sentent assez démunis par rapport à l'accompagnement au numérique de leurs enfants. Ils se sentent souvent pas légitimes à deux niveaux. D'abord parce qu'ils ne connaissent pas forcément les pratiques de leurs enfants, ils ne sont pas sur les mêmes réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on est quand même tous beaucoup avec nos écrans, beaucoup avec nos smartphones, mais on n'a pas forcément les mêmes usages. Donc ils se sentent bousculés dans leur posture de parents. Et il y a un autre facteur aussi que je viens d'évoquer, c'est comme ils sont eux-mêmes très utilisateurs, ils se sentent souvent pas en très bonne posture aussi pour donner des recommandations. Et puis je reviens sur le mot contrôle qu'on a utilisé. C'est vrai que pensant bien faire et il y a beaucoup de campagnes qui vont dans ce sens, et nous aussi, on milite dans ce sens. On parle beaucoup du contrôle parental, de l'importance d'installer, d'utiliser ces outils pour protéger ses enfants. Or, c'est pas les mêmes termes à l'étranger, mais nous, on a choisi ce terme de contrôle parental. Or, il n'est pas bon du tout, ce terme, parce que les outils de contrôle parentaux, ils sont plutôt là pour mettre en place un certain nombre de protections de façon à adapter le contenu à l'âge de l'enfant. Effectivement, installer un contrôle parental, c'est utile si on va donner une tablette, un smartphone à un enfant assez jeune et avec une connexion Internet. Si on le laisse accéder à tout Internet sans protection, il y a de grands risques qu'il puisse tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés. Donc, dans ce cadre-là, le contrôle parental, il est clé, mais doit faire partie d'une éducation au numérique. Et j'ai envie de dire, la géolocalisation, ça va dans le même sens. Parce que quand on installe un contrôle parental sur le matériel de son enfant, c'est important de lui dire « Écoute, je te donne ce matériel qui va te permettre d'accéder à tout Internet. Tu es trop jeune aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être choquantes, il y a des choses qui sont plutôt adaptées aux adultes. On va installer un outil qui va te protéger de ça. Et puis, plus tu vas grandir, plus on va assouplir. Et puis peut-être que ces paramétrages, on va les regarder ensemble. » Si les parents faisaient ça, déjà c'est installer une relation de confiance, expliquer à son enfant que cet outil est là pour le protéger, adapter, sa pratique numérique à son âge. Et ensuite, s'il pouvait continuer à avoir la même démarche au moment où ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux, ce que les parents ne font pas, il y a énormément de paramétrages sur les réseaux sociaux qui permettent là aussi de choisir ses contacts, de protéger, d'éviter éventuellement de recevoir des messages malveillants qui sont totalement inconnus des parents. Et avec la géolocalisation, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, on a des outils numériques et c'est possible. Nous, les parents avec lesquels on échange, ils nous disent « Mais puisque ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser ?» On a cette technologie à notre disposition et ça nous rassure. Mais quand on creuse un petit peu, moi j'ai échangé avec des parents sur ce sujet, en fait, il y a notamment des applications qui permettent d'identifier des endroits où doivent être les enfants et ça envoie une notification aux parents quand l'enfant est arrivé à l'école ou qu'ensuite l'enfant est arrivé à la maison. Donc, le parent dans sa tête, si l'enfant sort à 16h30 et qu'il y a un quart d'heure de trajet, il est dans une espèce d'attente. À 16h45, la petite notification doit arriver. Mais si ce jour-là, son enfant a décidé de discuter quelques minutes avec des copains sur le trottoir, ou a été retenu par un enseignant, l'imprévu de la vie, la boulangerie, de chercher un petit goûter, la panique va... c'est quand même terrible, mes amis. C'est quand même terrible, non? Yann Brunac, celle de Saint-Marcel Ruffo. Moi, ça me rend un peu triste, toute cette conversation depuis tout à l'heure, mais j'espère que Marcel Ruffo va nous envoyer un petit peu de soleil. Écoutez, je vais mettre, si vous me permettez un pas de côté, je vais dire quelque chose d'optimiste. Merci. Vous le réservez pour dans quelques minutes après Jean-Michel Jarre et son équinoxe. Allez, à tout de suite. À tout de suite, chers amis. Radio Notre-Dame.
qu'est-ce qui reste alors finalement en dehors de l'informatique? Et je pensais au moment sacré du repas de famille ou de la veillée devant une cheminée. Alors prenons le repas de famille qui est un temps fort. Alors là, de manière terriblement autoritaire, on interdit les smartphones et les tablettes. Les gosses, les adolescents notamment, ne sont pas sur leur appareil pendant qu'on déjeune avec eux. Pourquoi? Parce qu'on parle, que la parole étant le générique de la transmission. Et je pensais aussi que, par exemple, imaginons qu'il y a un grand-père qui raconte toujours les mêmes histoires, parce qu'on va le voir une fois par mois, une fois par mois le rencontrer, et c'est toujours les mêmes histoires. Ben, c'est très bien qu'il raconte toujours les mêmes histoires, parce que comme disait Fernand Braudel, puisque vous parlez de Méditerranée, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Donc le discours répétitif du grand-père sera intégré. C'est pire qu'un ordinateur qui répète, quoi. C'est un super ordinateur, le grand-père. Ben, c'est très bien pour fabriquer quelque chose qui a à voir avec la transmission. Et donc, quels sont les médicaments génériques du trop de géolocalisation, d'informatique et tout ça? Ben, c'est le repas de famille, de cuisiner ensemble et écouter les histoires des grands-parents. C'est pas trop mal tout ça. C'est pas trop mal, merci. Bon, ça va déjà un peu mieux, merci Marcel Ruffo. Axel Desan, c'est à vous. À vous de jouer. Là, on rentre dans notre dernière partie de marathon, en tout cas d'émission, tout simplement. Éléments de réponse au pluriel, j'espère, en tout cas, avec vous. Qu'est-ce que vous conseillez là aux parents qui nous écoutent ce matin, qui hésitent, qui sont déjà dedans, qui sont pas encore dedans? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, puisque on est équipé, ils peuvent continuer à utiliser ces outils numériques, mais justement, puisque leurs enfants sont équipés, peut-être que pour justement à la fois se rassurer et mettre en place cette relation de confiance, ils peuvent aussi exprimer leurs inquiétudes, parce que quelque part, quand même, cette géolocalisation, elle est là pour les rassurer, les parents, oui, on est d'accord. De leur dire... Ben voilà, tu vas au collège pour la première fois. Moi, ça m'inquiète un peu de te savoir seule. D'habitude, je t'accompagne. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit SMS quand tu es bien arrivé? Ou voilà, je suis à mon travail. J'aimerais être sûre que tu es bien rentré à la maison sans souci. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message? Oui. Et là, je trouve qu'on est dans une utilisation... Voilà, on utilise le numérique, mais dans une relation d'échange où on instaure une confiance. Et effectivement, si l'enfant n'oublie d'envoyer, parce que ça arrive très souvent, on va oublier d'envoyer, peut-être au bout de quelques fois, on va lui dire dis donc, là, je t'avais demandé quelque chose, tu n'as pas respecté, je vais te géolocaliser si tu ne remplis pas ce petit contrat. Et puis, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte que l'enfant envoie, donc vous, pour la relation de confiance, c'est bien, et puis que l'enfant... rentre bien chez lui, donc certainement ça va rassurer le parent et va se sentir moins obligé de mettre en place ces outils. Oui, mais la place de l'imprévu, alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est fini? Plus d'imprévu? Mais oui, je pense qu'il faut l'accepter et peut-être demander à son enfant aussi. Si tu ne rentres pas comme prévu, il n'y a pas de souci, tu peux passer chez un copain. Si jamais tu es retenu quelque part, tu me préviens. Tu me préviens parce que moi je vais m'inquiéter. Donc, je pense que si on est dans ce dialogue et on apprend justement aux enfants à utiliser l'outil numérique à bon escient, parce que justement, il permet de maintenir le lien, de prévenir. Donc, quelque part, c'est déjà un outil rassurant par rapport à ce que nous, on a pu connaître. On était jetés dans la nature. Ouais. Il n'y avait pas de téléphone non. pour pouvoir contacter. Bien d'accord. Et puis, j'ai envie de dire, en cas d'imprévu, les parents seront aussi informés en temps et en heure. Et la plupart du temps, tout se passe bien. Mais vous êtes quand même d'accord, je suis désolée de me faire presque l'avocat du diable, mais on est quand même d'accord qu'on part du principe, Marcel Ruffo, Yann Brunat, que ce monde est fortement dangereux et fabuleusement dangereux. Yann Brunat, on part de ce principe-là alors, si on fait tout ce que dit même Axel Desan, qui est dans la prudence, qui est raisonnable, certes, mais on part quand même du principe que le monde est extrêmement dangereux. Est-ce que ça a toujours été le cas, Yann Brunat ? Est-ce que le monde a toujours été vu comme dangereux? Finalement, c'est une question qu'on peut se poser ce matin, c'est pas si bête. En tout cas, oui, c'est ce qui ressort de nombreuses études sociologiques, et pas seulement sociologie, en sciences sociales plus largement. Est-ce qu'il y a davantage d'insécurité aujourd'hui qu'il y a 40 ans? Non, clairement pas, il y en a même moins. Si on prend vraiment des chiffres tout à fait concrets. Sauf qu'on en parle plus.
Dans les médias. Cette insécurité, elle est beaucoup plus médiatisée, d'autant que les individus, alors pour tout un tas de logiques algorithmiques, par exemple, sont quand même plus ou moins enfermés dans certaines bulles de filtre, même s'ils en ont aujourd'hui une certaine réflexivité qu'ils essaient de s'en extirper, de telle sorte que quand vous commencez à avoir des informations qui sont susceptibles de vous faire peur, et bien quand vous allez cliquer dessus, quand vous allez passer du temps à scroller et à les lire, vous allez en voir d'autres le lendemain, et de fil en aiguille, finalement, vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, l'insécurité, elle est absolument partout, l'espace de la ville, c'est l'espace du danger, et je ne peux pas me permettre, finalement, ça serait irresponsable, si j'ai accès à cette technologie, de dire, non, je ne vais pas géolocaliser, sans forcément réfléchir au fait que, oui, c'est bien beau de géolocaliser, mais j'ai eu le témoignage assez frappant, justement, d'un père de famille qui me disait, ça fait quelques années déjà, vous voyez ce qui s'est passé à Nice, je crois que c'était en 2014, les attentats terroristes de Nice, lors du 14 juillet. Bon, voilà, si dans ce contexte, pourquoi est-ce que je ne géolocaliserais pas mon enfant ? Et une personne à qui j'avais envie de répondre, écoutez, malheureusement, ça n'aurait rien changé, quelque part. Certes. Voilà. Donc ça n'empêche pas la survenue d'un événement, mais il y a cette volonté de réassurance qui se trouve au moins en partie comblée. Et ça n'empêche pas le danger. C'est vrai que c'est bien de préciser, Yann Brunin. Le danger. J'ai eu une jeune fille qui m'a dit, moi, la géolocalisation, avec mes parents, bon, j'aime pas trop, ce sont mes parents, mais c'est vrai que ma SnapMap, enfin ma position cartographique via les réseaux sociaux, je la donne à ma sœur parce que, elle m'a dit, je vous le dis de la même façon, si je me fais violer, elle saura où je suis. Pour moi, non, ça n'empêche pas la survenue d'un événement, ça n'empêche pas la survenue d'un drame, mais s'il se passe quelque chose, au moins, il y a ma position qui est enregistrée quelque part. Donc le partage intrafamilial de la localisation peut s'expliquer, et ça qui est intéressant, par alors essentiellement dans l'enquête que j'ai pu faire, donc je généralise peut-être un petit peu, il faudrait voir plus loin, mais essentiellement par les jeunes femmes, des jeunes femmes, pas les jeunes femmes, mais des jeunes femmes que j'ai pu interroger, ont parfaitement intériorisé cette vulnérabilité supplémentaire, parce que ce sont des femmes qu'elles présentent dans l'espace urbain, et justifient le recours parental ou le recours au sein des fratries à la géolocalisation, parce que justement, elles sont vulnérables. Marcel Ruffo, quand on revient à notre petite phrase d'introduction, l'optimisme de Monsieur Baden-Powell, l'optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. Oui, mais par exemple, si je reviens à ce qu'on a appris dans cette émission, donc la part féminine très importante dans l'inquiétude, je repense à ce que nous a appris Winnicott avec le holding, c'est-à-dire la prise dans les bras, comme si les femmes donc qui ont une supériorité majeure sur les hommes, c'est-à-dire d'être enceintes, d'avoir des relations antérieures avec le petit bébé, on sait bien tout ce qui se passe in utero entre le bébé et la mère, quoi. Et toute l'interaction qui dès les premiers jours prouve que tout ça a existé. Et ce holding, la modernité du holding, c'est peut-être aussi la géolocalisation, quoi. Je continue à t'avoir dans mes bras avec un outil qui me permet d'être toujours près de toi, quoi. Ouais, et ça, c'est bof, ça, quand même, pour l'autonomisation, si ? Oui, et donc, je peux comprendre ça. Et puis, comment échapper à la géolocalisation quand sur les chaînes d'information continues, on voit alerte enlèvement, tu vois. Et donc, comment après on ne peut pas être... c'est humain. Contaminé par l'anxiété générale du fait de la diffusion de l'information, quoi. Il est sympa, le Marcel Ruffo, hein. Il est sympa. Il est compréhensif, en tout cas, avec les pauvres petits parents démunis que nous sommes, dont je fais maintenant partie. Voilà. Eh bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour cette réflexion ensemble. Yann Brunin, Axel Desaint, Marcel Ruffo. Marcel Ruffo et votre livre, Le Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence. Un petit bijou à découvrir aux éditions Plomb, avec beaucoup d'humour. Merci beaucoup, Axel Desaint, et votre Tralalaire, un créateur de ressources numériques pour l'éducation, Yann Brunin. Merci à vous infiniment, maître de conférence en sociologie, je le rappelle, chercheur au laboratoire Sophia Paul, passionné par la géolocalisation, votre sujet d'étude. Merci infiniment à vous trois. Merci. Merci. Au revoir.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Merci à Alexis pour l'excellente réalisation de cette émission, ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière. À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier, tous les dimanches à 7h30. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Comment accompagner l'après-sacrement? Quels sont les différents enjeux? Dans son dossier mensuel, Paris Notre-Dame apporte cette semaine des pistes de réflexion. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Chaque semaine, Monseigneur Stanislas Lalanne, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne, c'est le dimanche matin à 9h et 11h15 et l'après-midi juste avant le chapelet. Dans un petit instant, ce sera la rencontre du vendredi de Marie-Léla Coussa, le dernier rendez-vous de la semaine, en compagnie de Monseigneur Antoine Aoudo, l'évêque chaldéen d'Alep, qui est de passage en